Bienvenue à tous sur la chaîne d'Asmodée France et bienvenue aussi aux joueurs du dimanche. C'est vrai, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette petite matinée, on va parler d'As d'or aujourd'hui. Ça y est, on est très content d'être encore à Cannes aujourd'hui pour une super émission et pas n'importe laquelle puisqu'on est là pour parler de Behind. Pour tous ceux qui ont suivi l'actualité du festival de Cannes, il y a eu les As d'or jeudi. Behind a été sélectionné comme l'As d'or initié de l'année. Et donc on est en présence de Pierrot, on est en présence de Nico, qui vont chacun se présenter et vous parler de ce super jeu. Vas-y. Alors moi je suis Pierrot, un des 4 membres fondateurs de Kif Édition avec Nico donc, et Gwen et Erika. Je suis illustrateur à la base de métier depuis une vingtaine d'années, enfin 20 ans exactement cette année, et voilà. Ben moi Nico, je m'occupe du développement des jeux chez Kif. J'ai fait un peu auteur de jeu il y a 10-15 ans de ça. Ça commence à dater, ouais. 20 ans, ouais. Et maintenant, voilà, je fais le développement de tous les jeux Kif. Bon programme. Oui, il y a une bonne équipe, on est bien répartis. Il y a de quoi faire. Du coup, voilà, dans le cadre de cette émission, l'idée, c'était vraiment de pouvoir prendre le temps de regarder un peu plus Behind, qui est un jeu où finalement, c'était pas forcément toujours très évident d'en parler, puisqu'il ne faut pas spoiler le jeu. Et donc là, une des choses qu'on va pouvoir faire tous ensemble, c'est notamment jouer à la démo. Tout à fait. Pour que les gens puissent véritablement se rendre compte à quoi ressemble le matériel, comment fonctionne le mécanique, qu'est-ce qui en fait toute l'originalité finalement. Voilà, déjà qu'on puisse regarder ça ensemble, vous parler de l'As d'or, de ce que ça représente pour vous, ce que ça va changer potentiellement pour vous. Profitez de la présence de Max aussi pour savoir, voilà, pour tous ceux qui se posent des questions sur finalement comment se passe l'As d'or, combien il y a de jeux sélectionnés, d'avoir des éléments de réponse aussi sur tout ça. Et puis on ira ensuite un peu côté coulisses sur les secrets de fabrication, comment a été fait le développement du jeu, est-ce qu'il y a des sources d'inspiration, comment bien démarrer une partie. Enfin voilà, on a plein de belles questions qui nous attendent. On est aussi évidemment, comme toujours, friand de vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas, vous avez l'occasion là, en direct, de pouvoir poser vos questions à Pierrot et à Nico. Donc si vous avez des choses qui vous intriguent sur les jeux Kif en général ou sur Behind en particulier, c'est le moment. Et puis, comme toujours, dans une émission Asmodée France, on aura des tirages au sort, on vous proposera de gagner des jeux. Donc là, pas de surprise, hein, on vous propose de gagner des exemplaires de Behind. Alors attention pour ceux qui nous regardent sur la chaîne des joueurs du dimanche, les tirages au sort sont sur la chaîne d'Asmodée France. Donc quitte à switcher le temps du jeu concours, on partira ça tout bien. Allez sur la chaîne Asmodée France, comme ça vous pouvez remporter le jeu, vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas. On préfère préciser quand même que vous ne soyez pas frustrés. C'est normal. L'objectif n'est pas que vous soyez mis de côté. Voilà pour le programme. Impeccable. Si ça convient à tout le monde, on va simplement, avant véritablement débuter, vous proposer un petit partage de ce qu'on vit actuellement sur Cannes en général. Alors, on s'excuse d'avance, on n'a pas pu tout filmer. Il y a beaucoup de stands, beaucoup de choses à montrer. Il y a plein de belles choses tous les jours qui se passent, j'ai presque envie de dire toutes les heures, entre des animations qui se passent sur Cannes. Donc on a fait une petite sélection rapide d'éléments et d'images qui nous semblaient significatives. Mais voilà, on voulait en profiter pour partager avec tous ceux qui n'ont pas la chance d'être à Cannes, pour montrer concrètement à quoi ça ressemble. Et puis après ces quelques images, on va pouvoir passer à l'interview. On a des nouveautés comme River Valley. On a 2 nominés sur le stand, Harmony et Daybreak. On a été très pris par Daybreak dès le départ. Il y a plein de gens qui se sont précipités. Ça se passe super bien. En vrai, en tout cas, on a eu plein de gens hyper sympas. Et l'ambiance est très bonne. Mais globalement, à Cannes, l'ambiance est toujours très bonne.
On a des nouveautés comme River Valley. On a 2 nominés sur le stand, Harmony et Daybreak. On a été très pris par Daybreak dès le départ. Il y a plein de gens qui se sont précipités. Ça se passe super bien. En vrai, en tout cas, on a eu plein de gens hyper sympas. Et l'ambiance est très très bonne. Mais globalement, à Cannes, l'ambiance est toujours très très bonne. Alors il y a tous les profils. Il y a des jeunes initiés, amateurs de jeux de société. Il y a tout de tout. Il y a la zone aussi des stockages Asmodée qui est juste derrière. Donc il y a pas mal d'offres sympas en plus sur les jeux de société en réduction. Magnifique, voilà. Et il y a des jeux aussi qui sont primés aussi cette année. Vis-à-vis des autres années, là le fait d'avoir une nomination déjà, mais là le fait de remporter le prix, le stand est en train d'imploser. Là, il y a un monde qu'on n'a jamais eu. Il y a des files d'attente qui se créent. Enfin voilà. Donc là, on est dans la tente One Piece, Pokémon, Game Genic. Donc on a un espace de démonstration pour toute l'initiation côté One Piece, un espace pareil pour l'initiation Pokémon. Et derrière, sur l'espace Game Genic, c'est tous les tournois qu'on organise. Donc sur les jeux qu'on met en avant, c'est-à-dire One Piece, Altered et aussi Star Wars Unlimited. Là, on doit avouer qu'on s'attendait pas à avoir autant de monde sur les espaces de jeu, donc ça fait super plaisir de voir l'équipe qui se donne à fond, de voir le public aussi très réceptif au TCG, à tous les jeux de cartes. Donc non, on est vraiment très positif sur ce qu'on propose. C'est une ambiance qui est plutôt très sympathique. Les joueurs sont des gens qui sont très empathiques. On peut les mixer, les mélanger. Ils aiment se rencontrer, ils aiment découvrir. Et c'est des gens que tu peux amener dans des terrains où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Et voilà pour ce partage de Cannes, comme si vous y étiez. Ça fait des belles images, ça donne envie d'y aller. Si vous n'êtes jamais venu au Festival de Cannes, franchement, faites le déplacement, ça vaut vraiment le coup. On entre dans la première partie du coup officielle de cette émission sur l'actualité, l'As d'Or. Et ce qu'on aimerait savoir, tout simplement, c'est ce que ça représente pour vous. Qu'est-ce que ça fait de gagner l'As d'Or ? C'est cool. C'est plutôt cool. Non, c'est essentiellement de l'émotion. Beaucoup d'émotions parce que on a toujours espoir de gagner. On avait déjà eu énormément d'émotions d'être nommé. C'était déjà une immense victoire pour nous parce que c'est un projet un peu atypique et que c'est un jeu assez atypique et que pour nous c'était déjà une très très belle aventure. On en parlera peut-être plus tard, mais c'était déjà une année qui avait été merveilleuse pour ça. C'était un peu le pinacle pour nous de cette année-là. Arriver à la cérémonie, oui, c'était énormément d'émotions. Énormément. Donc, et puis après, ça ponctue le festival en deux. C'est-à-dire qu'il y a avant, et avec le stress, les nuits moyennes, etc. Et puis il y a le après, avec les nuits douces et beaucoup de bisous d'amour de tout le monde. Il y a tous les gens qui s'arrêtent. Alors, bon, là, c'est cool, hein, c'est des problèmes merveilleux. On se fait arrêter tous les 2 mètres. On discute avec tout le monde, c'est chouette, quoi. Oh bah oui. Comment vous avez fêté ça, justement ? Non, déjà la nomination c'était cool parce qu'on est la moitié de Kiff à Aix et l'autre moitié à Paris. D'accord. Et les auteurs en région parisienne. Donc on s'est fait un stream sur Discord, oui. Sur OBS, je pense. Et on avait chacun la télé, on regardait, on a trinqué virtuellement, c'était super. Là on a pu aller trinquer vraiment, c'était un bon moment, quoi. Bah oui. C'est ça. On est resté ensemble. Il y a Martin et Aline Wittberg qui n'ont pas pu rester avec nous parce que je pense qu'ils étaient crevés, ils avaient beaucoup de travail encore à cette heure-ci. Mais on est allé se trouver un petit resto qui servait encore à boire et à manger. C'était bien. Et donc on a fêté ça très tranquillement. On n'a pas été, on s'est pas couché trop tard. Raisonnablement tard.
Il y a du boulot sur place un peu. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est un peu ce qui nous a, on va dire, surpris. C'est-à-dire qu'on avait, on était nommés, on était super heureux. On n'avait pas particulièrement anticipé de gagner. Donc on avait imaginé qu'il n'y avait que du bonus à prendre, que ça allait être cool, que ça allait être génial, ça allait être des super moments avec les gens, avec le public, etc. On n'avait juste pas anticipé qu'il y aurait autant de public. Donc hier matin, quand on est arrivé sur le stand, il y avait déjà 20 personnes qui attendaient pour jouer, et dont on a rajouté des tables, on a trouvé un animateur de plus. C'est une logistique qui était un peu différente. Forcément. C'est des chouettes problèmes à vivre. Voilà. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que ce jeu a pu être primé à l'As d'Or? Si vous deviez essayer de trouver quelle est la raison, qu'est-ce que vous diriez finalement? À l'originalité. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, quand on a vu le proto la première fois à Boulogne, quand le jeu était primé à Boulogne-Billancourt, au concours des prototypes, dès qu'on l'a vu, on a fait ça, on ne connaît pas, c'est frais, c'est nouveau. Et surtout, l'auteur nous a séduit parce que chaque tableau est différent. C'est une logique, un gameplay, un univers différent. Et un, c'est original, et deux, il arrive à se renouveler 5-6 fois dans sa boîte de démo. Donc c'était une vraie calotte, quoi. Donc moi, je pense que c'est cette originalité, cette innovation avec pas beaucoup de matériel. On a fait des jeux avec applications avant, on avait des innovations technologiques. Oui. Là, c'était une innovation purement mécanique, juste avec du carton, et c'était assez fou, quoi. Et puis, il y a l'originalité, il y a aussi... c'est un contexte, c'est un jeu qui est très très accessible en fait, il y a très peu de règles. La résolution des tableaux peut amener un peu plus loin dans la réflexion, voire très loin dans la réflexion. Mais oui, il y a une accessibilité assez instantanée au jeu, quoi. J'avoue que l'explication sur le stand, c'est 30 secondes. Voilà. Et ça, c'est très bien. J'avoue que c'est très pratique. Nous, on aime beaucoup ça, mais c'est surtout, n'importe qui peut jouer. Ça se comprend en 2 secondes. Voire même, on pourrait le laisser poser là. Les gens, naturellement, essaieraient de leur faire le tableau sans qu'on leur explique, quoi. C'est assez magique, ça. C'est intéressant ce que vous dites, parce que quelque part, pourtant, il est nommé dans la catégorie initiée. Donc il y a bel et bien les 2 facettes du jeu qui montrent aussi toute sa profondeur. C'est qu'à la fois, il est effectivement très accessible, et c'est vrai, le pitch comme l'explication va très vite. Et en même temps, la profondeur de jeu fait que c'est bien en initié que... Oui, il a parfaitement, à notre sens, en tous les cas, sa place en initié. On ne l'a jamais vu ailleurs, d'ailleurs, parce que c'était vraiment... c'était 30 secondes de règles, mais malheureusement ou heureusement, c'est la résolution des tableaux. Alors, il y a 3 niveaux dans la boîte. Alors, 3 niveaux qui sont difficiles à jauger parce que ça va dépendre en fait, de la perception et de la logique de chaque personne. En fait. Oui. C'est vraiment un truc qui est très important. C'est qu'effectivement, comme disait Nico, on a 3 logiques très très différentes et 3 univers très différents dans la boîte. Et suivant les logiques de chacun, par exemple, la bande dessinée de Martin, pour certains, c'est une gageure. C'est vraiment très très difficile. Pour d'autres, c'est d'une aisance parce que pour un peu qu'ils aient déjà un peu l'esprit... l'humour de Martin, ça peut aider. Qu'ils aient une connaissance de l'univers de la bande dessinée ou des logiques de la bande dessinée, de la narration, ça va être plus simple pour que quelqu'un qui ne s'y est jamais frotté, quoi. Effectivement. Du coup, Max, j'en profite. Dis-moi tout. Pour ceux qui, parmi nous, seraient justement peut-être un peu confus sur les différentes catégories de l'As d'Or, est-ce que tu peux nous en redire un peu plus ? Alors, c'est parti. Globalement, sur l'As d'Or enfant, on n'est pas choqué, mais globalement, on essaye d'aller sur des jeux qui sont en dessous, pour 7 ans et moins. Voilà, à partir du moment où on commence à arriver à 7-8 ans, on commence à arriver en tout public, famille, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà. Et sur les jeux enfants, on va surtout faire attention à ce que ce soit des jeux qu'on va offrir à des enfants, où les enfants peuvent potentiellement jouer sans l'aide des parents. Peut-être que la première partie, elle va être accompagnée, mais il faut qu'après, ils puissent être autonomes sur le jeu. Donc voilà ce qu'on va regarder pour la catégorie enfant. La catégorie tout public, c'est un peu pareil, mais pour les adultes. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir donner le jeu à quelqu'un qui a peut-être jamais joué à un jeu de société de sa vie, et il va pouvoir encaisser les règles, il va pouvoir comprendre les mécaniques et va pouvoir jouer en autonomie. Quand on va arriver en initié, là, on va être sur des gens qui ont l'habitude de jouer. On va être sur des réflexions qui sont un peu plus poussées, peut-être parfois des règles plus longues. Alors là, ce n'est pas le cas pour Behind. C'est aussi le temps de partie qui va compter. Si la partie dure plus de 45 minutes, on va plutôt commencer à aller dans l'initié que dans le tout public. Et puis après l'expert, là, c'est quand les parties durent plus d'1 heure, qu'on peut avoir des livrets de règles qui font 20 pages,
et qu'on est prêt à vraiment dire ok, là je vais passer une après-midi à jouer et ça ne me pose aucun problème. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc voilà comment on essaie de catégoriser les choses en 2 phrases. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà, en gros ça vous donne un peu l'idée de comment on va décider de mettre un jeu dans telle ou telle catégorie. Et là typiquement pour Behind, effectivement c'est très facile à comprendre, c'est facile à jouer, mais on a estimé qu'il y avait quand même des vrais défis sur certaines énigmes. On s'est dit, est-ce que tu peux vraiment mettre ça dans les mains de quelqu'un qui a absolument jamais joué ? Moi, je pense que oui. Mais on a décidé tous ensemble de se dire que c'était peut-être un poil assez complexe pour le mettre en initié. Et donc, on a décidé de le mettre en initié. Mais si on m'écoute moi à chaque fois, je vais avoir tendance à tout le temps monter le niveau. Tendance à dire faut pas prendre les gens pour des idiots non plus, et donc j'ai toujours tendance à monter le niveau. Mais bon, le but de l'As d'Or, c'est aussi d'être un label qui est aussi un guide d'achat pour des gens qui connaissent pas forcément les jeux de société et qui cherchent par quelle porte entrer. Et donc on essaie de faire attention à ce que ce soit le plus accessible possible. Et oui, c'est vrai que mine de rien, le fait de réussir, cette satisfaction-là quand on fait un jeu, ça grave le souvenir qu'on en a derrière. Donc c'est vrai que permettre, pas forcément que le jeu soit facile, mais en tout cas d'indiquer aux gens qu'il y a quand même un certain niveau, même si les règles sont très simples, que ça va demander quand même de vraiment se creuser les méninges. Oui, tout à fait. Et tu vois, sur Behind, je pense qu'il ne faut pas faire peur aux gens du tout, même si le jeu il est nommé gagnant en initié. Je pense vraiment que c'est accessible à tout le monde. Même si vous avez l'habitude, ne serait-ce que de faire des escape games parfois, oui, tout à fait. Vous n'allez pas être perdu. Et en plus, le jeu a mis en place un système d'indices. Moi, quand j'utilise des indices, j'estime que j'ai perdu. Donc forcément, c'est pas mon truc. Mais voilà, il faut pas que ça vous freine. Lancez-vous. Et au pire, vous utiliserez 1 ou 2 indices et ça vous mettra sur la piste. Et pour continuer sur on va dire la thématique As d'Or pure, pour vraiment qu'on puisse bien se rendre compte, comment ça se passe exactement ? Vous recevez environ combien de jeux par an ? Comment ça s'organise pour arriver finalement à cette sélection ? Alors sur les As d'Or, on est 9 membres du jury, on joue toute l'année. Alors certains se déplacent beaucoup dans différents salons, d'autres moins. On essaye, soit on reçoit tous certains jeux, soit on essaie de les faire tourner. Évidemment, tous les membres du jury ne jouent pas à l'ensemble des jeux de l'année, ce serait absolument impossible. Par contre, on essaye de faire en sorte qu'à nous 9, on ait vraiment balayé tout couvert. 90% des nouveautés qui sont sorties. Alors quand je dis nouveautés, c'est qu'on ne va pas prendre en compte les puzzles, sauf Behind. On ne va pas prendre en compte les rééditions. On ne va pas prendre en compte les jeux de quiz et ce genre de choses. Alors sauf s'ils ont un petit twist où on se dit ok, c'est vraiment pas juste un jeu de quiz, c'est vraiment un jeu de société, il y a un truc derrière. Donc voilà, on va éliminer tous les trucs qui nous semblent de toute façon pas qualifiables. Et derrière, on va jouer à tout ça et on va essayer de se faire confiance aussi. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va repérer un jeu où il se dit ok, ça, moi j'ai trouvé ça très bien, j'ai besoin d'autres avis. En fait, on a un document sur lequel on va mettre une note de 1 à 3. On va se dire que 1, on ne le voit pas du tout nommé. 2, on se dit, j'ai pas trouvé ça mauvais, peut-être que ça vaut le coup que vous y jetiez un œil. Et 3, ça veut dire, ok, là je pense que j'ai repéré un truc vraiment sympa, ce serait bien que vous y jouiez tous pour donner votre avis. Et donc on essaye de faire ça tout au long de l'année. Et plus on va arriver vers la fin de l'année, plus 2 choses. 1, plus il y a de jeux qui vont sortir parce que Noël arrive et que c'est là que tout sort. Et donc on prend tout dans la tronche les 3 derniers mois. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaie vraiment de faire des sessions de rattrapage parce qu'il y a aussi des gens dans les membres du jury qui, de par leur travail, jouent tous les jours, tout le temps, à quasiment tous les jeux. Donc eux, ils ont vraiment l'effet entonnoir sur l'ensemble des jeux. Et puis tu en as d'autres qui effectivement vont jouer un petit peu moins, mais dont la vie est pas du tout dénuée d'intérêt et qui vont justement essayer de rajouter leur pierre à l'édifice sur tout ça. Et donc sur la fin de l'année, on a vraiment ce moment où on essaie de se voir plusieurs fois tous ensemble. On réunit, à ce moment-là, je pense qu'on va être autour d'une une centaine de jeux, quoi. Et là, on essaie de tout manger pour vraiment se donner un avis assez précis sur tout et beaucoup échanger. De sorte qu'après, on puisse faire une shortlist. La shortlist, c'est à peu près une 50aine de jeux, toutes catégories confondues. Et on se réunit en fait pour les délibérations avec cette shortlist. Et là, on va faire un truc en plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on va catégoriser les jeux. Qu'est-ce qui est en enfant, qu'est-ce qui est en tout public, qu'est-ce qui est en initié, qu'est-ce qui est en expert. Déjà, cette étape-là, elle est très importante parce que ça peut... À ce moment-là, on ne le sait pas encore. On
peut éventuellement l'imaginer, mais en tout cas, on essaye de faire abstraction de ça. Au moment où on essaie de catégoriser les jeux, déjà, ça peut sceller le sort de certains jeux, parce que il peut arriver qu'il y ait des années où, par exemple, cette année, en tout public, il n'y avait pas grand-chose de brillant, et du coup, un jeu aurait pu briller à cet endroit-là. Et par contre, en initié, il y avait plein de trucs incroyables, et du coup, tu te dis, si ce jeu-là, il passe en initié, il n'a aucune chance. S'il est en tout public, probablement qu'il peut être nommé. Sauf qu'à ce moment-là, on essaie de faire abstraction et de ne pas essayer de placer les jeux en fonction de « Ah oui, mais il faut qu'on le mette là pour qu'il soit nommé ». On essaie vraiment de décorréler ça. Et une fois qu'on a fait la catégorisation, là, on prend catégorie par catégorie. On prend tous les jeux devant nous et on essaie de passer du temps sur chaque jeu pour redonner les arguments de qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qui nous a fait douter, pourquoi on trouve que c'est bien pour le label As d'Or, etc. Et on réduit. On fait par élimination. En général, on arrive souvent à 4-5 jeux assez rapidement. Et quand on arrive à 4-5 jeux, là, c'est comment on fait pour qu'il en reste plus que 3 ? Là, en général, c'est le moment où les larmes et le sang coulent fort. Et quand on arrive enfin aux 3 derniers, là, il faut choisir un gagnant. C'est parfois très difficile, parfois une évidence. Ça dépend des catégories, ça dépend des années. Et voilà. Bien. Et franchement, on se bute. Et un truc très, très important quand même que je précise sur ça, notamment cette année où on a entendu, je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord, notamment avec l'As d'Or tout public, qui était sur Odin cette année. Et on a un des membres du jury, Marie-Jordana, qui a beaucoup plébiscité le jeu tout le long de l'année. Et donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette nomination ont un peu tendance à lui mettre sur le dos en mode oui, c'est de ta faute, il y a eu Behind, etc. C'est vraiment très important de comprendre que c'est un choix collectif, que la voix d'un seul membre du jury ne suffit pas et ne suffira jamais, et que même si on échange beaucoup d'arguments, à la fin, on s'assure que tout le monde soit absolument d'accord avec ce choix et soit prêt à porter et à assumer cette sélection. Donc non, ce n'est pas un membre du jury qui a choisi que ce soit Behind ou Odin ou quoi que ce soit d'autre. On est tous d'accord avec cette sélection et on en est tous très fiers. Très clair. Voilà. Juste avant que je ne perçoive trop d'impatience dans le chat, je fais une aparté qui, quelque part, n'a pas grand-chose à voir ni avec l'As d'Or, ni avec Behind. Je m'en excuse. Il se trouve qu'à l'occasion du festival de Cannes, sur l'espace Asmodée, on fait un AsmoQuest, comme chaque année. Ah oui. Concrètement, on invite en fait les personnes qui viennent nous voir à remporter différents types de défis, faire différents petits challenges. Ça leur permet de tourner une roue et d'essayer d'obtenir des lots sur place. Et l'un de ces défis, c'est de regarder le live. Et donc, très concrètement, on donne un mot-clé à l'occasion de ces lives qu'ils doivent renseigner dans un papier et ça leur permet de tourner la roue. Donc, le mot-clé pour ce live-là, je vais le répéter, ce ne sera pas la seule fois, mais donc c'est le mot-clé chance. Donc, à tous ceux qui attendent un peu désespérément que je donne ce mot-clé, c'est le mot-clé chance pour ce live-là. On essaiera de le placer dans une phrase sur 2. Parfait, vous m'aideriez beaucoup. Je vais juste faire un tour sur le chat pour... Tu vas voir s'il y a des questions. Ah oui, c'est le moment, messieurs, dames, si jamais... Alors de notre côté, si vous nous regardez du coup sur la chaîne Maxildan, je le dis, on a un petit souci technique qui fait que chez nous ça lag un peu, mais ça lag pas chez Asmodée. Donc, de toute façon, comme il y a le concours là-bas, allez-y. Et alors à l'inverse, moi c'est mon téléphone qui a du mal à capter les questions. J'adresse un regard... un regard désespéré à notre mail. droite. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat particulières ? Des questions importantes que je ne verrai pas parce que j'ai une connexion qui... c'est juste que j'ai du mal à les voir pour une raison qui m'étonne. Donc, ok. Bon, du coup, on va enchaîner et puis si jamais on y reviendra, vous en faites pas. Du coup, on va passer véritablement à la découverte de Behind et pour ça, on va commencer par lancer le trailer, pour ceux qui ne l'auraient pas découvert. Et on est parti.
Alors, on a commencé à voir du coup quelques images à quoi tout ça va ressembler. Est-ce que vous nous parlez rapidement du jeu, nous expliquer comment il fonctionne, et puis à travers cette démo, nous permettre en tout cas à ceux qui ne l'ont pas encore découvert de comprendre comment ce jeu s'organise. Alors juste une petite précision avant que Nico explique le concept du jeu et tout ça. Ce que vous voyez là, c'est une démo. Oui. Une démo qu'on a produit avec Asmodée, en fait, pour distribuer aux boutiques et essayer de faire connaître pour les festivals. Ça permet de faire découvrir le jeu, quelques mécaniques du jeu, puisque comme on a dit, chaque logique est différente. Donc là, on présente une forme de logique. Et ça nous permet de présenter le jeu, de le faire jouer, de faire découvrir la sensation sans vous spoiler la boîte à la fin. Donc c'est un outil qu'on a trouvé très pratique et que les gens ont beaucoup apprécié. On en a fait une deuxième pour le festival de Cannes de cette année, qu'on a une petite boîte de démo qui est une bande dessinée. Et voilà, ça permet de vraiment introduire les mécaniques du jeu et la sensation qu'il va offrir à la fin, sans vous spoiler la boîte. Je ne me trompe pas en pensant que c'est cette même démo qui est accessible lorsqu'on retourne la boîte, il y a un lien Internet. Tout à fait. Donc les gens peuvent retrouver sur Internet la démo si jamais ils ont envie chez eux. Tout à fait. Donc sur kiffedition.com/démobienne tout accroché. Tout à fait. Alors après, juste un petit, sur la version numérique de la démo, évidemment, vous n'allez pas retrouver la sensation de tourner les tuiles dans un sens. La sensation, c'est une version numérique qui va vous montrer les principes et uniquement les principes. Oui. C'est parti. Ne jouez pas la démo sur téléphone, jouez-y sur ordi. Voilà. D'accord, bon à savoir. Mieux. Sinon, grande explication du jeu. Donc dans la boîte, il y a des tuiles. Avec ces tuiles, il faut reconstituer un tableau. Ce tableau, c'est un agencement des tuiles qui va former un rectangle, un grand rectangle. Oui. Une fois qu'on a constitué ce grand rectangle, il n'y a qu'une seule solution possible. Et pour vérifier si on a la bonne solution, il suffit de retourner latéralement les tuiles. On va voir apparaître un dessin. S'il n'y a pas d'erreur dans le dessin, c'est qu'on avait bon. Si on voit que des tuiles ne sont pas à leur place, c'est qu'on avait fait des erreurs. Pour relier les tuiles, déjà, il faut bien les analyser, bien les regarder. Puis après, on va trouver des tuiles qui, naturellement, s'assemblent ensemble, puisque, comme un puzzle, les dessins se continuent. Pour les autres, il va falloir lire, regarder et surtout déduire leur position. À la fin, il n'y aura qu'une disposition possible. On peut s'aider des indices, comme disait Maxime Dan. On peut les lire dans l'ordre, on a 6. On conseille toujours, avant de retourner à la fin, de relire les indices pour éviter une petite erreur d'incompréhension ou autre chose comme ça. Et après, on peut retourner. Et en fait, évidemment, dans le jeu, donc là, vous voyez, on va prolonger une image. Donc, on pourrait prolonger une image avec cette tuile-là. Oui. Mais on pourrait aussi la prolonger avec cette tuile-là. Et en fait, c'est assez organique. C'est-à-dire que c'est le tableau qui va vous expliquer au fur et à mesure comment il doit être résolu. Et en fait, c'est en assemblant des images qu'on va obtenir des informations. Et c'est ces informations qui vont nous servir pour continuer à avancer dans le jeu. Très clair. Voilà. T'as envie de le faire? Tu as déjà fait peut-être la démo? J'ai jamais fait la démo. J'ai fait les 2 premiers scénarios. Je me réserve encore le 3e. C'est comme un... Je ne sais pas si ça te fait ça. Moi, ça me fait ça sur certains livres. Quand on aime beaucoup un auteur, on n'a pas envie de les enchaîner d'affilée. Parce qu'il y a un côté où on se les gâche. Moi, ça m'a fait ça sur les scénarios de Behind. J'ai voulu les espacer un peu. Parce que quand on les fait tous d'affilée... On conseille aux joueurs de ne pas les faire tous dans la même soirée, mais d'en faire un par soir pour mieux en profiter, pas se les gâcher, effectivement. Et puis ça diminue un peu l'expérience dans les enchaîner, parce que c'est 3 logiques qui sont complètement différentes. On prend des mauvais réflexes de l'un à l'autre. Et il y a un épuisement, on va dire, mental, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui piquent en termes de réflexion. Donc il faut être un peu frais et voilà, se les étaler au fur et à mesure. J'avoue, j'ai pas encore fait le 3e scénario, mais les 2 premiers, et pas encore la démo. C'est le 3e scénario de la boîte. En tout cas, moi, c'est mon favori, puisque c'est le plus, j'allais dire, c'est le plus concret, c'est le plus mathématique, on va dire. Oui. Et donc, j'aime bien ça. La démo, je l'ai pas faite du tout, donc je vais la découvrir. Voilà. Et bien, allez-y. C'est parti. On se lance. Ok. On vous met les tuiles un peu dans votre sens et on vous les rapproche si vous voulez. On va essayer de se débrouiller. Oui. Baptiste, je te laisse zoomer si besoin sur certaines choses. Alors, il y a un truc qui est pas mal au début, c'est peut-être de regrouper les tuiles par type. Qui se ressemblent, ouais, tout à fait. Celles qui se ressemblent. Et de voir un petit peu après ce qu'on peut en faire. Là, je vois qu'on a des objets, des personnages. Ok, là, on a des collages. J'imagine que par ici. Ça doit aller par ici. On va voir si on en a d'autres. On va avoir tout un système de flèches aussi. Ouais, on peut coller toutes les tuiles qui ont des textes continus. Oui. Alors, je t'en mets par là. Ah, ceci dit, celui-là, il a ça avec. Leur costume casting. Il y a un truc avec juste 2 petites lettres. Ouais, ça doit être ça. Tac, qui dépasse. Donc là, on n'est pas trop mal. Et là, on va essayer de
chercher des choses qui collent. Alors, il y a quelque chose qui me surprend, Max. Pas mal. Celui-là, je vois pas quel serait l'autre. Ah oui, donc ça veut dire qu'il en En fait, faut 3. c'est soit celui-là, mais en fait, voilà. Tu as ces deux-là, mais en fait, tu vas pas forcément savoir lequel va où. Donc là, il va falloir qu'on attende un peu avant d'avoir cette solution-là. Ok, là, tu as plein de lettres, effectivement. Et là, j'ai le début des lettres plus du post-it. Donc là, on a réuni pas mal d'images. C'est le moment où on va commencer peut-être à réfléchir à ok, qu'est-ce qui a du sens. Pareil, la typo, pardon, les textes t'aident aussi à savoir dans quel sens tu vas mettre les tuiles. Puisqu'a priori, on n'écrit pas à l'envers. Il y a peut-être des gens qui le font. Ok, et alors ça, où est-ce que c'est bon, tu sais que le post-it, il fait probablement pas cette taille-là. Non. Donc déjà, ça t'aide un peu. En effet. Puis là, en plus, ça se match. Ici, ça c'est possible, et ça c'est a priori pas possible, parce qu'on voit un petit bout de couronne qui dépasse là, donc a priori ça sent quand même meilleur pour ça. Mais du coup, lui, où est-ce qu'il irait? Avec lui, ouais. A priori, ici. Là, on commence à avoir des bouts qui commencent à prendre forme. Et c'est là où on commence aussi à se rappeler que la forme, à un moment donné, Doit tout être un ça carré. doit être... C'est un rectangle. Un rectangle. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Pièce anglaise. Là, c'est le moment où on va essayer de comprendre ce que ça raconte quand même. Personnages principaux. Est-ce que ça nous parlerait, par exemple... Ça ressemble aux photos du casting. Oui, bien vu. D'accord. Donc ça, c'est un projet de pièce de théâtre. En général, cette espèce de titre-là, bon là, je dis ça parce qu'évidemment, j'ai déjà fait les autres énigmes. Tu penses T'as à le plutôt mettre, tendance à le mettre en haut, Oui. en haut du tableau. Mais c'est peut-être un piège. Ouais, c'est pas dit. Ça peut être en cartouche tout en bas. Ça, a priori, c'est pas collé, même si c'est juste des images d'ustensiles de théâtre, c'est pas collé. Par contre, il y a une flèche avec éclairage choisi. Donc ça ressemble à des types d'éclairage différents. Ce qui veut dire que probablement que cette tuile, elle doit aller là ou en dessous. Sachant Comme les qu'attention, tuiles ne peuvent pas se... Tu peux pas mettre une tuile entre deux autres. Il faut forcément qu'elle soit collée orthogonalement. A priori, ça va pas être celui du milieu. Donc ça va être soit celui du haut, soit celui du bas. Vas-y, je te laisse. Je me permets, Max, qu'est-ce qui fait que spontanément tu vas sur éclairage choisi plutôt que sur essai de lumière? Parce qu'en fait, c'est pour moi deux informations assez proches. Et j'aurais aussi... Je pense que les deux sont vrais. D'accord. Probablement. Je sais pas. Peut-être que ça, justement, c'est les essais de lumière. Et là, on t'indique lequel a été choisi parmi les trois essais. J'ai l'impression que c'est pas disqualifiant. Ça a l'air d'aller ensemble aussi. Là, je vois une suite qui va avec les ronds. Alors ça, c'est intéressant. Ou pas. Vas-y. Ouais, c'est peut-être un truc. Il y a un bout de texte qui irait par exemple par là. Vas-y. Tu vois. Qu'est-ce que ça raconte? Ok, caché, rôle secondaire. Ah, c'est la thune. Combien ils vont être payés? J'avais pas vu qu'il y avait un symbole euro. Ok, bien joué les gars. J'ai un autre truc ici qui me semble pas mal, c'est que on a ici premier rôle féminin avec le petit symbole à côté. De toute façon, je crois pas qu'il y ait de mecs dans les images, donc l'histoire est réglée. Et donc probablement que un de ces personnages va aller en dessous de cette petite flèche. Donc, je sors ça. Caché en palindrome, plus de fun pour la compta. J'avais pas lu jusque-là, d'accord. Donc c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure. Sur quoi, dis-moi? Caché en palindrome. Je sais même pas ce que c'est un palindrome. Un palindrome, c'est un mot qui se lit dans les deux sens. Kayak, Bob. Sachant que là, on a les lettres, du coup. Enfin, oui, ça ressemble quand même bien à des lettres. Alors, juste celui-là sur lequel plus de fun pour la compta. Très bien. Ça. Donc, vu que le cachet est en palindrome et qu'il commence par 4-3, il finit forcément par 3-4. Donc, a priori, c'est ça. Et ça. Voilà, ça me donne la réponse sur ça, ce qui est pas mal déjà. Là, on a à nouveau une couleur. Ok. On a à nouveau une couleur qui peut-être irait là. Ouais, j'aime pas cette histoire-là. Ouais, moi non un plus. Truc qui... Max, t'es joueur de poker. Un truc qui fonctionne pas. Je suis joueur de poker. Je sais jouer Parce au que poker. tu joues avec une tuile depuis tout à l'heure et j'ai peur que tu l'isoles de l'équation du montage de ton tableau. C'est vrai, ce serait dommage. Tous les joueurs de poker font ça. Il y en a qui récupèrent 3 tuiles et qui jouent avec et du coup, ils ont plus de mal à résoudre le tableau. Soit je suis joueur de poker, soit je suis stressé. Je ne sais pas. Alors, pièce anglaise classique. C'est quoi? C'est Shakespeare, j'imagine. Un truc dans le genre.
personnage principal. Ah oui, il y a des flèches qui partent dans tous les sens. Ouais, j'essaie de regarder d'où ça peut partir, mais en fait, à C'est part là, là et là, il n'y a pas 10 000 options pour les flèches. Hein. C'est 100% là, évidemment. Ok. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, on commence à avoir moins d'options sur... parce que en gros, tout ça, non, si, ça peut bouger. Ça, c'est pas sûr. Ça va ensemble. Ouais. Non, attends, il y a le rouge là. Oui, mais est-ce qu'on est d'accord que ce serait bizarre que la tache rouge elle soit là Oui, on est tout à fait d'accord. et que c'est bizarre aussi qu'elle soit là? Oui. Pour le moment. Pour le moment, on est aligné. Mais ça sera aussi bizarre si elle est toute seule là-bas. On est d'accord. Mais j'essaie de Tu le pas sens pas. m'enfermer dans un Très truc. bien, très bien. Les lettres, je sais pas trop comment elles vont se mettre. Tu vois, on pourrait imaginer qu'elles vont en dessous, mais du coup, pourquoi il y a une espèce de trou à chaque fois, je ne sais pas. Donc ça n'a peut-être rien à voir avec ça. Alors attends, qu'est-ce qu'elle raconte ces lettres? Alors, qu'est-ce qu'elle raconte ces lettres? Ça peut être long. Elle dure combien de temps cette démo? Normalement, une quinzaine de minutes. Ouais, mais ça, c'est quand on est très très bon. Nous, on Alors, a, non, on a l'air c'est- éclaté au sol là. Non, non, vous êtes pas mal, mais en fait, vous faites pas à pas exactement ce qu'il faut faire qu'il dans faut le jeu. faire, C'est-à-dire, vous assemblez les images d'abord par continuité, ensuite vous avez des blocs. Ces blocs-là vont s'harmoniser. Faut pas oublier de lire les textes et de. Lisez bien les textes. Le premier rôle, je pense que la flèche en fait n'indique pas une photo, probablement, mais plutôt un nom. Ah. Puis qu'on a 2 lettres qui sont là. Par contre, Sauf qu'on ne retrouve que la lettre E. La lettre O n'y serait pas. où est-ce que comment ça? Dans les lettres qui sont en dessous, Mhm. on a bel et bien la lettre E qui est répétée par rapport à là. Ok, c'est des. Attends, c'est des initiales en fait le truc. Mais attends, parce que on connaît pas les noms de ces filles. Non. Attends, on va essayer de tout relire pour voir ce qu'on rate. Alors, couleur idéale, ambiance lumineuse. Donc on est plutôt sur du rouge. Donc déjà a priori l'éclairage choisi, il serait plutôt là. Bon. Ok. J'ai l'impression. Oui. Ah, théâtre choisi. Bon, bah, il n'y en a qu'un. Donc, a priori, il doit aller là. Et là, on commence à avoir des parties qui vont peut-être pouvoir s'imbriquer entre elles. On a juste ça, dont on ne sait pas encore du tout ce qu'on va faire. Il y a ça aussi comme lettre qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai. Parce que j'étais en train de me dire que si on suivait ta piste des initiales, on avait bien le bon nombre. Mais non, avec celui-là, on a un nombre de plus que le nombre de personnages. Donc, c'est pas des initiales, à mon avis. Tout à fait. Alors, c'est bon de réfléchir. Bon, ça, on est d'accord que le bloc, il bouge pas. J'ai l'impression qu'on est bon. Est-ce qu'il y a une autre info qu'on a ratée? Attends, cacher rôle principal. La photo, là, est-ce que c'est pas la tenue d'un personnage qui nous intéresse d'une manière ou d'une autre? Je crois pas, il n'y a personne qui a cette tenue-là. Donc, ça doit être ses rôles principaux. C'est au pluriel. Ça va être horrible pour vous, là. Non. C'est intéressant. Vous savez, vous êtes en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Vous démontrez Non, bien l'idée du jeu, c'est que tout est sous vos yeux. Et oui. Pourtant, vous suivez des pistes, des fausses pistes, et il y a une narration qui s'installe dans votre façon de résoudre qui est chouette. Quoi. Fausse piste qu'on est assez heureux, enfin les pièges dans lesquels vous tombez, on est assez heureux que vous tombiez dedans. Évidemment. Je sors ça de n'importe où, hein, mais je trouve ça assez logique qu'après le théâtre, on réfléchisse aux lumières ou autres. Bon, voilà, je tente des trucs, puis ça commence à ressembler un peu plus à un rectangle. Par contre, là, les filles, je sais pas ce que vous foutez là. Moi, le truc qui me perturbe depuis le début, c'est en fait, on nous parle de pièces en anglaise classique. On sait qu'on a un code à décoder. Et je n'arrive pas à savoir si le code, finalement, c'est le nom de la pièce qu'on cherche, ou si c'est bel et bien le caché en palindrome, plus de feuilles pour la compta, et donc où il faut qu'on joue avec les lettres pour... Caché en palindrome, c'est-à-dire, tu veux qu'on joue avec les lettres pour quoi? Comme il nous met caché en palindrome plus de fun pour la compta, j'imagine qu'il faut qu'on joue avec l'ordre des lettres d'une certaine manière, mais ça n'a pas forcément à voir avec le titre de la pièce. C'est ça qui me perturbe un peu. Ah, pour moi, le caché en palindrome, c'était que pour d'accord, les cacher donc pour toi, ça des c'est déjà personnages. résolu. Ok, très clair. Ouais, j'ai l'impression que c'est déjà résolu. Après, peut-être Donc, que les dans ce noms cas- aussi ont des trucs comme ça, mais je pense pas que tu puisses faire de palindrome avec les lettres qui sont là. Ok. Donc, a priori, Ça résout mon voix. non. Il y a probablement un ordre, évidemment, dans les photos du casting. Il y a les couleurs des costumes du casting. Donc,
peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas dans le casting d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Je vois qu'il y a quelqu'un qui doit être en jaune, quelqu'un qui doit être en rose. Ça va en tout cas nous donner probablement l'ordre. Ouais. Voilà. Et l'autre il dit mais oui, frère, laisse-nous réfléchir. On se fait engueuler par la régie. C'est quoi ça? Et La régie essaye de résoudre en même temps. C'est peut-être leurs initiales qui sont associées là. Attends, ça me paraît. Je sais pas. Le fait qu'il y ait un trou en fait au-dessus des LED, je me dis il y a peut-être plus un truc comme ça, mais je sors ça de n'importe où ça. Je sais pas où je vais. Lui en plus. Ah attends. Attends, tu les décalerais pas sur la droite? Comme ça on aurait Si, toutes vas-y, les lettres au vas-y, même. vas-y, y a aucun problème. Je sais pas. Hein. Mais moi ça me perturberait d'avoir. Il y a forcément là, voilà. Et du coup c'est le fameux premier rôle. Exactement. Qui a priori est celui-ci. Juste les lettres là on sait pas encore comment les foutre. Ça non plus, on sait pas encore complètement. Ouais, quoi en faire? Bon, photo du casting, je pense qu'on est quand même là. Oui. Et là, du coup, ça va pas du tout parce que ça rentre pas. Ça rentre pas. Vous avez une approche de rectangle encore. Il est pas éclaté au sol. Ouais, il est pas complètement éclaté au sol. On sait qu'on va y arriver à un moment donné. Après, c'est aussi parce que tu vois tout ça là, on l'a mis là. Oui. Il y a quand même le théâtre choisi. Mais tu vois, en vrai, j'ai l'impression ça, c'est pas obligé d'aller là. On l'a mis là, mais bon, ça sort un peu de n'importe où. Et pareil, tout ça, tout ça, ça va pas forcément ensemble. D'ailleurs, ça non plus. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu les gros blocs qu'on a. Juste. Je suis désolée, mais on revient sur pièce anglaise classique. C'est probablement un indice Moi, utile. depuis le début, je pense que c'est le nom d'une pièce. On a un E, on a un R et un J. Pour moi, on est sur Roméo et Juliette. Oui, évidemment. Évidemment. Attends, comment on peut l'écrire par contre? Alors, c'est ça que ça va être un ça peu veut dire chaud. que ça c'est pas là du coup. Parce qu'en plus, parce que ton J là est avec E, alors que ton Rho se fait Et on bien. n'a pas de U de toute façon. Donc, ah si. Mais en fait, tu l'as. Comment ça, je l'ai? En fait, je me demande si tu me donnes des indices pour que je le fasse ou si en fait tu. Ah non, je l'ai vraiment pas. Okay. Je pense sincèrement que c'est Roméo et Juliette, mais j'ai pas la réponse. Mais du coup, 100% on est bon. Puisque du coup, Roméo et Juliette. Alors... Il va y avoir du déplacement de blocs là. Ouais, là, ça va être, ça va être terrible. Ok, désolé, hein, on va se recentrer sur les. Ok. Eh ben, bien vu, parce que ça m'est pas du tout venu à l'esprit. Par contre, si c'est vraiment Roméo et Juliette, ça m'étonne que ce soit elle qui soit choisie. Mais c'est peut-être. Ah non, c'est elle, effectivement. Bah ouais, mais pourtant. À moins qu'on la prenne dans sa robe de deuil, mais. En termes de couleur. C'est quand même. En termes de couleur, j'ai quand même l'impression que ça correspond bien à ça, quoi. Bon, c'était le casting. Okay. C'est pas forcément les tenues finales. Ouais, ouais. Vous n'obtiendrez rien de nous. Vous n'aurez aucun indice. On essaye de laisser. Non, mais après, par contre, voilà, dans ce genre de situation, je dis ça pour l'audience, il faut pas hésiter. Ah ah. Voilà. Voilà. Je l'avais même pas remarqué qu'il était sur la tuile. Bon, on commence à être pas mal là. Oui. Il y a un truc qui ressemble à quelque chose. Lumière, tu peux bien. Ouais. Alors ça, attends, il allait où lui? Il allait là. Ok. Éclairage choisi. Bah là, c'est le moment où. Attends, par contre, le théâtre, il m'embête là. Ouais, puis ça, il va falloir que tu le décales à minima comme ça. Mais du coup, c'est elle le premier rôle? Peut-être. Oui, parce que couleur du casting, il n'y a rien qui dit que c'est le casting moi, secondaire. Ça me va pas qu'elle soit comme ça. Allez, je te le donne, t'as 100% raison. T'as 100% raison, on est parti. Et du coup, là, il faut qu'on commence à compléter. Non, mais par contre, le théâtre choisi, il m'emmerde. Donc, en fait. Mais non, mais c'est. Ok. C'est un peu comme le jeu du taquin. Il y a des fois où on attache des trucs ensemble. Et qui vont en vrai, non. Attends, ouais, là, il y a un truc qui colle pas. Ça doit être avec ça. Bien vu. Est-ce que c'est ça? Il y a quelqu'un qui... À qui tu manques. À qui tu manques très fort. Effectivement, là, on a un petit souci.
c'est un truc comme ça, en fait. Peut-être. Peut-être qu'on a quelque chose comme ça, qu'il ne fallait pas les coller. En tout cas, ça a l'air de plus... Voilà, j'ai l'impression qu'on a un truc qui fonctionne. Là. Ah Ah, J'ai l'impression qu'on a un truc qui fonctionne. c'est un beau rectangle. J'ai l'impression qu'on a un beau rectangle, que tout a du sens. On peut vérifier peut-être case par case que tout est bon et on va peut-être faire ce que vous disiez sur le fait de lire les indices pour vérifier qu'on ne s'est pas foiré avant de retourner le truc. Franchement, tout fonctionne. J'ai l'impression que tout marche, ouais. Je crois qu'on est pas mal. On a bien remis, oui. Et en fait, effectivement, vous avez toutes les informations qui sont données. Donc, les personnages principaux, Ah oui, j'ai féminin, pas regardé ça. a un diadème. Donc, elle a un diadème. Ouais, j'ai pas Donc, on est regardé bien ça. sur la pièce anglaise classique. Les cachets sont effectivement au palindrome. Le personnage principal masculin, pour l'instant, le metteur en scène n'en a aucune idée. Donc, il a juste vaguement une idée de costume. D'accord. Les essais de lumière, on a effectivement rouge, vert et jaune, et bleu et rouge. Alors évidemment, c'est ce rouge-là qui t'a incité à le mettre sur le rouge, mais si on complète avec le bleu, puisque les éclairages sont au pluriel. Et voilà. Et effectivement, l'ordre des couleurs est donné ici. Et donc, c'est un peu ce que les indices vont vous révéler au fur et à mesure. Donc là, on va peut-être, je peux vous les lire si vous voulez, mais en fait, l'idée, c'est... On te fait confiance. Voilà, quand vous obtenez votre rectangle, on conseille vraiment, et c'est écrit dans la règle, de dépiler tous les indices, de les lire attentivement. C'est très très important de lire attentivement les indices parce qu'ils vont vous donner des vraies pistes, voire des indices bien ciblés. Mais on essaye de ne pas non plus donner une solution ferme et définitive dans la première boîte en tous les cas. Donc, mais il faut les lire attentivement pour vérifier la logique du tableau. Est-ce qu'on a le droit de retourner les tuiles là? Ah, bien sûr. C'est la démo. Alors on les retourne de gauche à droite. Gauche à droite. Si vous les retournez en verticalement à la fin. Non, vas-y, tu peux y aller. C'est juste, il faut faire ça et pas ça. Ah, sinon d'accord. le dessin il ne marche pas. Je comprends. Et c'est dit à l'arrière des règles. Il n'y a pas grand chose dans les règles, mais il y a au moins ça. C'est ça. Hop là. Et donc vous obtenez. Voilà. Et on obtient la scène éclairée comme il faut. C'est bien Roméo et Juliette qui se joue dans le rouge et le bleu, dans un beau théâtre. Qui a dessiné ça? C'est toi? C'est moi. Pas mal, hein? T'as un petit coup de crayon quand même. Hein. On y travaille. On essaye. Ça a de la gueule, hein? Pour la blague, c'est le théâtre kiffe. Il y a toute l'équipe avec l'auteur, etc. J'étais justement en train de regarder. Ouais, non, on est tous là. C'était la démo. On arrive à voir à la caméra. Oui, non, c'est un peu. J'ai mis dans le sombre. Ça s'appelle les petits easter eggs rigolos. Pas mal. Très cool. Très très cool. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça va pouvoir bien illustrer justement la suite des questions. Parce que je trouve que là, on se rend compte quelque part véritablement de comment on se passe une partie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est quand on fait différentes parties, et là, comme on vient d'en faire une, on se rend compte qu'on a, quelque part, dès le début de la partie, on a tout sous les yeux. Et pourtant, on va mettre du temps à faire des associations, à assembler les choses. Est-ce que sur chaque scénario, au final, il y a une sorte de pattern où les gens font à peu près toujours la même chose et ils arrivent petit à petit à la résolution en suivant un chemin qui est en fait un peu le même pour tout le monde? Ou pas du tout? Est-ce que ça dépend des énigmes? Comment ça se passe? Alors ça va dépendre et des gens et des énigmes. Typiquement sur cet exemple-là, il y a des gens qui écrivent Roméo et Juliette tout de suite. Et il y en a comme moi qui ne l'écrivent jamais ou très très tard. Donc ça va dépendre des sensibilités. Mais la bonne façon de jouer, entre guillemets, déjà c'est de trier les pièces. Par type, par couleur, etc. Essayer de voir quelle taille pour avoir le rectangle. Et après ça va dépendre des tableaux qu'on veut faire, quoi. Il y en a où la logique va faire déjà, il faut comprendre qu'est-ce qu'on va avoir sous les yeux. Là on dit clairement que c'est un tableau noir, donc on sait qu'il y a des post-it, etc. Il y en a d'autres, le troisième notamment, on ne sait pas ce que c'est du tout. Donc la construction va mettre du temps à se mettre en place, etc. Mais voilà, on démarre toujours de la même manière, trier les pièces et puis celles qui vont ensemble, naturellement on les met à côté. D'accord. En fait, obtenir des blocs de tuiles qui vont après vous permettre de, comme vous avez fait, parce que vous avez exactement suivi le pattern logique d'une partie et qui est souvent comme ça, c'est s'organiser et essayer de suivre un espèce de déroulement qu'on a essayé sans montrer d'imposer, puisque justement par la continuité d'image, chaque tuile, vous voyez par exemple là, la tuile rouge, la petite tache rouge, elle est placée là exprès en bord de tuile pour qu'on puisse l'assembler ailleurs, mais qu'on puisse croire aussi qu'elle va avec les couleurs du costume. C'est millimétré à chaque fois, à part. Alors donc dans la boîte 1, il y a le scénario de Martin Wittberg, donc la petite bande dessinée, que c'est Martin qui l'a scénarisé.
Mais sinon, les prototypes qu'on reçoit sont vraiment des trucs millimétrés avec il n'y a aucun hasard possible. Vraiment, tout est placé à des endroits très très précis pour inciter une erreur, tendre un piège, mais aussi orienter dans une certaine logique et dans un certain ordre. J'ai une petite question. Là, je m'en excuse d'ailleurs si c'est le cas, mais j'ai l'impression un peu des fois prendre trop de place dans la résolution, de beaucoup décrire des trucs, manipuler des pièces et comment vous pensez qu'on peut éviter un effet joueur alpha où tu as quelqu'un qui est un peu en mode attends, pousse-toi, je vais le faire et qui peut être un peu horrible pour des joueurs plus discrets, tu vois. Ne pas jouer à plus de 3. C'est vraiment le nombre idéal, c'est 2. Tout seul, on peut être un peu sec. Ce qui est bien d'échanger avec quelqu'un et de se partager les idées. Au-delà de 3, il y a l'effet alpha qui se passe. Quelqu'un va rester en retrait. C'est moins agréable. Voire pire, quelqu'un va garder une pièce dans sa main. C'est déjà arrivé au playtest, et les gens n'y arrivent pas et au bout d'une heure, elle est là la pièce. Voilà. Et ouais, 2 ou 3 joueurs, c'est le nombre idéal. Et puis c'est toujours pareil, étant donné que les logiques sont très différentes, un joueur qui, dans la logique par exemple, tu parlais du tableau 3 qui correspondait à ta logique, c'est là où tu vas peut-être mener et expliquer et être plus à l'avenant sur le tableau. Au contraire, par exemple, sur la bande dessinée, ça sera peut-être l'autre joueur ou l'autre joueuse qui va venir t'amener à plus comprendre la narration, en fait. Donc ça peut s'équilibrer comme ça. Après, c'est toujours pareil, c'est un jeu, on joue ensemble, on essaye de réfléchir ensemble et de s'amener des pistes, etc. C'est là où le jeu est parfaitement jouable seul. On a beaucoup de gens qui nous font le retour qu'ils l'ont fait seul. Ça peut créer des situations de blocage parce qu'il n'y a pas d'esprit de contradiction. Par contre, quand on est à plus de 3, il y a trop d'esprit de contradiction en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement on dit que le sweet spot c'est de 3 joueurs et joueuses. Je rebondis néanmoins sur ce que tu dis. Moi, je t'avoue que c'est ce que j'aime beaucoup dans ce type de jeu, c'est qu'effectivement il y a des moments où, et ça me fait aussi beaucoup ça dans des escape games, certains univers ou certains styles d'énigmes, autant il y en a où tu piges tout de suite, il y en a où tu sens que tu as besoin de prendre un peu plus de temps, mais c'est l'intérêt pour moi d'être en groupe justement. C'est que tu en as toujours un pour qui les choses au début lui sont évidentes et qui par contre a besoin d'être un peu alimenté plus tard parce que justement comme il est parti aussi sur une idée, il a du mal à prendre du recul. Exactement. Donc justement moi c'est ce que j'aime dans ce type de jeu, c'est que ça permet de vraies expériences de collaboration où chacun apporte sa part quoi. On pense en règle générale sur toutes les parties qu'on a vues, parce que c'est un jeu qu'on fait énormément tester pour vérifier, c'est souvent il y a des relais en fait pris sur le raisonnement. Ce qui s'est passé avec Roméo et Juliette, c'est toi qui l'as trouvé, donc ça permettre de tout débloquer. Carrément. Carrément. Non, c'est super. De toute façon, si c'était pas super, il serait pas là. Et juste, alors j'ai anticipé un peu sur cette partie qui s'appelait les conseils de pro, qui normalement était la dernière. Bon, j'ai switché du fait qu'on avait fait la démo. Tu disais donc, en bon conseil, tu nous en as donné. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux éviter ou des choses auxquelles il faut être attentif tout du long de la partie? Vous avez cité le fait, par exemple, de ne pas mettre de pièces de côté. Alors ouais, ça c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses où vous voyez régulièrement que ça pose problème quoi? Il ne faut pas hésiter à manipuler et essayer. Les gens, parfois, n'osent pas prendre 2 pièces, les mettre ensemble. Ça, c'est important ce que tu dis. Mais parce qu'une fois qu'ils se touchent, ils ne veulent plus y toucher. Ouais. C'est sûr. Non, bougez-les, essayez, expérimentez, il faut manipuler, quoi. Et du coup, conseil très très important aussi, parce qu'on voit beaucoup... par exemple sur les bandes dessinées ou même là on avait un peu cette situation, vous avez mis des tuiles accrochées à d'autres alors qu'on pouvait encore les bouger en fait. Et il faut pas hésiter à recasser un petit peu pour remettre, comme dit Nico, de manipuler parce qu'il y a des tuiles qui ont l'air d'aller très très bien ensemble et au bout d'un moment on oublie qu'elles sont détachables. Elles sont détachables. Elles peuvent aller à d'autres endroits, on peut déplacer un bloc, même pas tout le bloc, etc. Parce que là sur la fin il y avait 3 tuiles que vous aviez accrochées ensemble avec d'autres, alors qu'elles n'avaient pas forcément de lien avec les autres. On pouvait déplacer ces simples 3 tuiles, en fait. Petit exemple tout bête, où les gens se font avoir. C'est un piège qui n'était pas dans le tableau initial. Il y a les couleurs des costumes. Oui. Les gens lisent couleurs des costumes et trient selon les couleurs des punaises. Ils n'en démordent pas. Donc c'est la punaise verte au début, puis ensuite c'est la punaise rose, et ensuite c'est la punaise rouge. Je t'avoue que j'y ai pensé, mais comme il y a 2 punaises, ça n'a pas de sens. Mais tant pis. C'est leur logique et ils n'en démordent pas. Jusqu'au bout, ils vont rester sur couleur de la punaise. Et quand ils disent costume, oui, j'ai trié les costumes. Et voilà, il ne faut pas hésiter parfois à casser son raisonnement pour dire peut-être que je me trompe. Alors le petit conseil aussi, vraiment indispensable quand vous sortez les tuiles de la boîte, c'est recompter les tuiles pour 2 raisons. Des fois, il y en a une qui s'est glissée au fond de la boîte. Donc ça permet d'être sûr de jouer avec toutes les tuiles. Et ça permet aussi, un rectangle, c'est un nombre de tuiles en long et un nombre de tuiles en hauteur en fait. Donc ça permet d'avoir une idée de comment va se positionner le rectangle, de savoir à peu près comment on va aller. Ça peut donner des petits indices comme ça.
Et non, après c'est un peu approcher le tableau. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans les tableaux sont de plus en plus difficiles, mais votre expérience est de plus en plus forte. Donc c'est aussi pour ça que le 3e tableau si on commence par le 3e tableau, ça peut être vraiment, vraiment très, très impressionnant. Mais si on a fait des tableaux un peu dans l'ordre qu'on a mis dans les boîtes, c'est-à-dire avec 1, 2, 3, ce qui est un indice sur la difficulté, ça permet d'appréhender le 3e tableau avec plus de facilité. Nickel. Voilà. Du coup, on a obtenu plein de conseils de pro, c'est super. Ah bah là, normalement, vous savez, vous faites la 3e en 20 minutes. Là. Exactement. Là, vous êtes pas... En playtest, des gens l'ont fait en 20 minutes. Ouais. Ah ouais, Ouais. c'est des cracks. Hein. Moi, en connaissant la solution, je n'y arrive pas à la faire en 20 minutes. Ah ouais. Donc, Moi, pour tester les tuiles, j'ai dû le refaire. Je me suis dit à un moment, ça va être plus simple de faire le puzzle, donc par la version puzzle, donc par le verso. Non, c'était trop compliqué. Donc du coup, je suis revenu sur le tableau, j'ai mis 3/4 d'heure pour le faire, alors que je connaissais la logique. Quoi. Ouais, c'est ça. Dans le 3e, il est un peu... nous, on l'a fait à 2, avec quelqu'un que j'estime être assez brillant, et on a mis une petite heure, ouais. en moyenne, les gens mettent 1 heure pour le dernier. C'est une exception, ceux qui ont mis 20 minutes. Des génies. Il y en a. Ça peut être intéressant de les contacter pour dire vous êtes nos nouveaux playtesters, vous allez Alors, nous casser tous nos puzzles. Ouais, mais justement, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'on a on constate dans les retours qu'on peut avoir sur Internet, etc., ou même au gré de nos parties tests, des disparités de temps sur chaque tableau qui sont assez impressionnantes. Mon ado de 16 ans, par exemple, la bande dessinée de Martin, il l'a fait en 28 minutes, sans indice, sans faute. Moi, je mets 1 heure, 1h15 à le faire. Et c'est vraiment des logiques ou une fluidité à un moment donné, à un instant T, il a compris le truc, il a compris le... Et c'est pour ça que c'est très difficile de calibrer. On met vraiment un indice parce qu'on nous a redit oui, mais c'est pas 3 heures, il n'y a pas 3 heures de jeu là-dedans. Si vous êtes doué et que ça clique avec toute votre logique et votre façon d'appréhender une énigme, forcément, ça peut aller beaucoup plus vite, mais on fait une grosse fourchette de temps. Et le vrai conseil de jeu, c'est ne vous chronométrez pas. C'est pas une course. C'est pas une course. L'essentiel, c'est de ne pas avoir de faute à la fin. Ouais. Donc, il vaut mieux prendre le temps. Il n'y a pas de concours à aller vite. Quoi. D'ailleurs, D'ailleurs, les gens qui vont vite, souvent, font des erreurs. C'est un peu dommage de se gâcher la logique du truc. Quoi. Donc, prenez votre temps, c'est beaucoup mieux. Il n'y a aucune notion de score dans ce jeu. À aucun moment. À aucun moment, on vous dit, si vous lisez un indice, vous allez perdre 1 étoile. Effectivement, après, on a ses propres limites à soi, c'est de dire, ouais, mais indice, je me fais aider, etc. Mais plutôt que de rester frustré pendant 10 minutes sur une énigme, débloquez-vous. Et les indices, c'est toujours pareil. Si le premier indice vous révèle une information que vous aviez déjà compris, passez au suivant, jusqu'à ce que vous débloquiez et que l'expérience soit fluide. En fait. C'est dans ce sens-là qu'on a voulu le faire. C'est un des rares trucs qu'on n'a pas gardé du premier prototype de l'auteur, d'ailleurs, c'est le score. Il avait un score qu'on a dégagé. Voilà. Pour pas, du coup, rajouter ce côté quelque part... Pas de stress. Pas de stress. Voilà. Et l'auteur était entièrement d'accord, il nous a suivis sur cette voie-là, mais voilà, on ne voulait pas qu'il y ait de pression. Un indice, bon, toi tu veux pas les retourner, mais t'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les retourner. Mais des fois, les gens ont besoin de le faire, et il n'y a pas de honte. Allez-y, regardez-les. Je pense que c'est une question d'ego aussi. Moi, quand je retourne un indice, je le vois comme une insulte à mon intelligence. Je me dis non, mais même si j'y passe 1 heure, je vais trouver en fait. Ouais, mais voilà, derrière tu bâcles pas, tu prends le temps de le résoudre, et ça c'est bien. Et chaque personne trouve son plaisir exactement à la façon de résoudre en fait. Moi je sais que sur un unlock par exemple, il y a ce côté je vais perdre 1 étoile, mais au bout d'un moment non, en fait je préfère perdre 1 étoile, mais je vais pas rester 10 minutes à bloquer tout simplement parce que j'ai mis de côté une carte. Je vais perdre 1 étoile, mais je vais gagner 1 heure. C'est ça, c'est une question de ratio. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Juste avant d'entrer dans la partie secret de fabrication, on va prendre le temps de plusieurs petites choses. Alors la première pour tous ceux qui sont sur le festival de Cannes, qui se sont connectés, qui attendent désespérément qu'on parle du mot-clé, qui n'a rien à voir, exactement, qui n'a rien à voir avec Behind. Le mot-clé, c'est donc chance pour l'Asmo Quest. Voilà, ceux qui attendent ce mot-clé-là, c'est le mot-clé chance. Deuxième sujet qui n'a rien à voir. Je pense que maintenant qu'on a commencé à véritablement montrer le jeu, faire cette démo, y en a qui aimeraient bien le gagner. Et oui. Donc ça va peut-être être l'heure du tirage au sort. Je vais le lancer très très fort dehors, celui qui le rattrape a gagné, d'accord ? Vous êtes prêts ? Il y a du monde dehors en plus. Oui, je pense que je peux faire un accident là. Alors pour gagner pour de vrai le jeu, c'est donc sur la chaîne d'Asmodée France. Attention. Et donc le principe va être très simple. On va vous proposer de taper une commande. La commande dans le chat, c'est !fige, F-I-J. Quand on vous fera signe, il faudra lancer cette commande. Et donc il y a pour ce premier tirage au sort 3 chances de gagner un exemplaire du jeu Behind. Eh ben c'est parti. Eh ben c'est parti. Vous pouvez lancer la commande !fige.
Vous avez 1 minute. Vous avez 1 minute et pas 1 seconde de plus. Est-ce qu'on peut parler peut-être de l'avenir de... Je t'embête peut-être sur ton runner. Hein. Je t'en prie. D'accord. Et je me dis, là, il faut meubler. Puisqu'on parle de Behind, est-ce qu'on peut parler de l'after ? De l'after behind. De l'after behind. Maintenant, déjà, le jeu avait plutôt bonne presse, donc je pense que vous avez déjà prévu sa suite. Est-ce que maintenant que le jeu a un as d'or, est-ce que ça change quelque chose sur son avenir ? Sur, je sais pas, le budget alloué, le nombre de boîtes sorties par an, ce genre de choses. Alors, la boîte 2 était déjà prévue, elle est déjà quasiment finie. On va bientôt la lancer en prod, a priori. Elle arrivera en fin d'année, à l'automne, je pense, entre octobre et novembre. Les illustrateurs et les illustratrices ont déjà fini le boulot, on peut d'ailleurs les nommer. Il y a Crocotam qui illustrera le premier tableau, Mélodie Leblond qui illustrera le deuxième, et moi, avec mon fils de 6 ans, qui illustreront le troisième. Trop cool. Ouais, c'est plutôt cool. C'est pour améliorer la qualité. Voilà, j'ai fait appel à mon fils qui est presque plus doué que moi, je pense, à 6 ans. Non, on l'a joué, c'était un vrai petit plaisir parce que le tableau s'y prêtait fortement. Après, maintenant, pour la suite, de toute façon, on voulait faire la boîte 2 avant même de savoir qu'on était nommé. Ça, c'était un contrat moral qu'on avait avec l'auteur. On croyait très fort en notre jeu et on voulait aller au moins jusqu'à la boîte 2 et être capable de la faire. De toute façon, si on remportait le succès qu'on espérait. Maintenant, la boîte 3, forcément, on commence à y réfléchir. L'auteur est très, très, très productif. On a, grâce à Nico, entre autres, parce qu'on a une application qui nous permet de créer des tableaux plus facilement. On en parlera peut-être dans le développement. On a des tableaux d'avance qui nous permettent de faire au moins une boîte 3, de réfléchir peut-être à des concepts de boîtes solo, un peu à l'instar d'Unlock, d'avoir des boîtes de tableaux avec des tableaux peut-être plus courts, plus ramassés, plus accessibles, etc. Voilà, on commence à mettre ça en place. Alors on va attendre un petit peu de se reposer après le fiche quand même. Mais voilà, c'est des pistes qui sont lancées, mais la boîte 2 est prévue, elle est là et elle arrive en fin d'année. Trop cool. Voilà. On a eu le gagnant du... Alors, qui est le gagnant du concours ? C'est parti. Ouais, Ça on y a est, tout. on a le retour. Ok, donc 3 gagnants. On regarde sur le Alors, le retour. premier gagnant s'appelle Rictus. Rictus, bravo à Rictus. Premier gagnant d'un jeu Behind. Je te le mets de côté. Deuxième. Hop, viens là. Quelle chance, Rictus. C'est pas le même jeu, Pierrot. Ah mince. Tu confonds. Chien Yuki. 64. Le Bravo, gars était bravo. devant son PC, il savait pas quel pseudo prendre, il a regardé autour de lui, il a vu son chien, il fait bon, allez. Ça me va. Et enfin, troisième et dernier gagnant pour cette boîte de Behind, et ce sera Lorcadrix. Bravo à nos 3 gagnants. Et ben voilà. Félicitations. Bon, Alors. ça vous dispense pas d'acheter la boîte 2. Hein. Attention, Ah bah on va non. pas toutes vous les offrir non plus. On arrive donc sur la 3e partie, sur ce qu'on a appelé secret de fabrication, le développement du jeu en tant que tel. Donc déjà, une chose qui frappe quand on voit le projet de Behind, c'est donc 3 directions artistiques différentes selon 3 scénarios vraiment différents. Comment ça a été pensé, cette direction artistique ? Est-ce que dès le départ, finalement, il y avait l'envie de partager un projet avec 3 pattes graphiques ? Comment ça vous est venu finalement ? Alors, en fait, alors moi, ça fait 20 ans que je suis illustrateur de jeux. Évidemment, je compte énormément d'amis dans la profession d'illustration et d'illustration de jeux. C'est un jeu qui fait la part belle aux illustrations. Alors, avec 2 aspects. L'aspect recto, qui est très très contraignant et très frustrant pour l'illustrateur ou l'illustratrice, et l'aspect verso qui est par contre libérateur. C'est-à-dire la seule contrainte de l'illustration, c'est qu'elle rentre dans le nombre de tuiles et qu'elle a un rapport assez rapide avec le recto, une espèce de conclusion, une espèce de récompense, conclusion, comment on peut l'appeler, qui vient vous remercier d'avoir fait le tableau et vérifier que vous l'avez réussi. Chaque tableau va donner une sensation, va apporter sa touche. Alors par exemple, celui de la bande dessinée, dans le prototype original, c'était des bandes dessinées faites en ASCII. Donc c'est le langage informatique, vous savez, c'est quand on fait des dessins avec des touches de clavier. Par exemple, un smiley, comme les 2 points et la parenthèse, c'est un smiley. Bon, il y en a qui font des dessins avec ça, avec les slash, avec les lettres, etc.
Donc là, on s'est dit que ça serait pas très éditable, c'est-à-dire que les gens trouveraient pas ça très élégant. Donc là, par contre, le nom de Martin Wittberg s'est imposé de suite à moi. Alors, outre le fait que Martin est un ami et que ça fait plusieurs fois que j'essaye de lui proposer d'illustrer un de nos jeux, là, je savais qu'il pourrait pas me dire non, a priori. Et sinon, pour le choix des tableaux, alors évidemment, je me suis mis dedans parce que je voulais absolument, parce que ce jeu, je l'aime d'amour et donc je voulais être dedans au moins pour la première boîte. Et après, ça va correspondre à l'envie. Maud Chalmel, par exemple, pour moi, était une assez grosse évidence parce que je l'ai déjà vu faire ce genre de tableau. Et en fait, ça va dépendre du tableau. À chaque fois, le tableau va impliquer un style, donc où on va aller plus vers de l'illustratif, plus vers du graphisme, plus vers un côté humoristique, sérieux, etc. Donc c'est d'abord le scénario qui est premier. Ouais, c'est le tableau, c'est le prototype en fait. Quand nous on reçoit les prototypes de Cédric, évidemment, parce que c'est un jeu de Cédric Millet, quand même, peut-être on a oublié de le préciser. Cédric nous envoie des prototypes faits avec les moyens du bord, mais qui sont très très précis, parce que comme on disait, le recto est vraiment très très précis. Et donc maintenant, après, je sais, voilà, le thème qu'il donne est souvent celui qu'on garde à l'arrivée, parce que ça fait partie de son processus de réflexion. Et donc voilà, après l'illustrateur ou l'illustratrice s'impose un peu à moi dans un catalogue d'amis que j'ai assez, voire ou pas d'amis. Parce que si vous voulez un jour faire une boîte de behind, serrez la main à Pierrot dans les couloirs, sinon c'est mort. Non, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que oui, là en l'état, j'ai quelques potes proches qui peuvent venir. Et pour aller plus loin sur le développement, combien de temps ça prend? Est-ce que chaque expérience a été très différente? Il y en a qui sont allées très vite, d'autres beaucoup plus longues. Enfin, voilà, c'est quoi les différentes étapes, même si là on commence à en avoir esquissé au moins de grosses? C'est compliqué parce qu'effectivement Cédric travaille sous PowerPoint. D'accord. Donc c'est très schématique. Il y a un thème, parce que le thème est imbriqué avec la narration, les énigmes qu'on propose, etc. Et après, quand ça part à l'illustration, après beaucoup de tests, on itère énormément, l'illustration va rajouter des problèmes. Par exemple, les punaises n'étaient pas présentes dans le prototype PowerPoint. Donc quand Pierrot les rajoute à l'illustration, on rajoute une fausse piste. Donc parfois c'est super cool comme ici, parfois ça peut casser complètement le puzzle. Donc il faut le rejouer beaucoup. Donc on a une première phase de playtest sur le proto, une phase d'illustration et il y a beaucoup d'itérations sur la phase illustrée. C'est-à-dire qu'en clair, quand les illustrateurs ou les illustratrices ont fini le tableau, ils nous disent « Oh, on a fini, on est content ». Non. On revient. On reteste. Ne quittez pas, on revient, raccrochez pas le téléphone, vous allez voir, ça va. Il y a toujours des petits détails. Voilà, le diadème ici, avant, c'était pas un diadème, c'était je sais plus quoi, une tiare ou je sais pas quoi. Les gens reconnaissaient pas parce que c'était trop petit ici, donc il a fallu redessiner. Là, il y a je sais pas combien de retouches sur cette démo. Ouais, sur chaque recto. Sur le verso, autant, est quelque chose qui bouge rarement, puisqu'on laisse la part belle à la créativité. Pour le recto, c'est vraiment du millimètre, et effectivement, comme dit Nico, des fois on rajoute un petit bout dans le dessin, c'est-à-dire que par exemple, il ne faut jamais, ces deux tuiles-là sont censées s'assembler. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais si on en prend deux autres, par exemple, ces deux-là, on ne doit pas créer un lien entre ces deux images. Oui. Ça ne doit pas être possible. On ne fait pas un puzzle en fait. C'est pas un puzzle. C'est-à-dire que ça ne peut pas aller, on peut pas les associer d'office ensemble. Donc si Cédric n'a pas mis un lien entre ces deux images, je ne dois pas créer un lien entre les deux images. C'est aussi pour ça d'ailleurs que là il y a le petit argument du tableau noir, c'est un fond uni. Il va y avoir pas mal de tableaux avec des fonds unis. C'est pratique parce qu'on ne crée pas. Voilà. Il faut vraiment faire attention à ça. Ouais. Ne serait-ce qu'un dégradé. Ah non, c'est impossible. Ça donne des indices très forts. Voilà. C'est un peu frustrant. Fokotam m'a dit je peux pas rajouter quelques petites ombres là? Non, pas d'ombre. Il faut être super vigilant à la phase illustrée, effectivement. Tout ce qui est fait a été réfléchi en amont. Et en règle générale, on garde que ça. De temps en temps, les punaises, par exemple, j'avais pas trop réfléchi à ça. Puis je trouvais ce dessin n'existait pas dans le prototype. Ce dessin n'existait pas dans le prototype, je l'ai rajouté. On m'a regardé avec des yeux noirs. Au bout de quelques tests, on a dit c'est bon, c'est pas grave, on peut le garder. Mais c'est intéressant parce que forcément, quelque part, alors je me rends pas compte à quel point le brief est extrêmement complet, détaillé, mais j'imagine qu'à l'illustration, il y a forcément une part aussi de... le terme qui me vient est improvisation, c'est pas du tout le bon. D'interprétation. D'interprétation, exactement. Il y a forcément des choses qui se rajoutent et donc que finalement ces éléments en plus soient quelque chose qui va vraiment soit rajouter un super argument qui n'avait pas été prévu à la base ou au contraire induire une nouvelle mécanique. Et en fait, ça va avoir, pardon, je te coupe, mais ça va avoir un énorme impact sur la difficulté du tableau. C'est-à-dire qu'une fois illustré, on peut s'apercevoir en fait que le tableau se rend beaucoup plus difficile ou au contraire beaucoup trop accessible.
Et en fait, Cédric et Nico font en sorte qu'il y ait toujours des espèces de potards, je sais pas le mot qui me vient à l'esprit, de petits trucs qu'on peut ajouter, de levier, c'est bien, en français c'est bien, de levier d'ajustement pour la difficulté. On va retirer cette difficulté-là parce que là c'est devenu trop difficile, on perd trop de temps. On peut rajouter ici parce que ça ne gêne pas, ça va enrichir l'expérience. C'est vraiment plein de petits leviers, alors qu'ils sont plus ou moins souples, mais voilà, qu'on ajuste en fonction du tableau illustré. Et si on veut rendre le tableau plus simple, le scotch peut dépasser sur la tuile d'à côté. On va relier les pièces très facilement et on va le rendre beaucoup plus simple. Il ne faut pas en abuser non plus trop de ces choses-là, mais voilà, c'est des choses des leviers qu'on peut utiliser beaucoup, quoi. Quelles ont été, alors là encore, j'imagine que ça a été différent en fonction de chaque scénario, mais quelles ont été les sources d'inspiration derrière le jeu en général et puis peut-être les scénarios en particulier? Alors, pour le coup, source d'inspiration, un truc qui est certain. En fait, la source principale d'inspiration, Cédric l'a expliqué, c'était suite au Covid, il y a eu un espèce d'essor des puzzles. Ouais. Et c'est dire, ce serait rigolo de voir si on peut faire un puzzle avec un jeu. Et il avait une envie d'un jeu de déduction d'énigmes, un puzzle game, ce qu'on appelle en anglais un puzzle game. Et il trouvait que la vérification et l'élégance de retourner et d'obtenir une image était une très bonne vérification. Et la source principale du jeu, c'est là. Pour la bande dessinée de Martin, il voulait mettre de la bande dessinée. Celui qui faisait les petites BD en ASCII, c'était un ami à lui, de sa promo, parce qu'il est informaticien à la base, Cédric. Donc c'était un copain à lui qui faisait ce genre de petites bandes dessinées. Donc c'est ça. Après, pour Imhotep ou pour le vol, y a pas, je ne suis pas certain qu'il y ait une source d'inspiration particulière. Il va aller, comme on dit, on a 3 logiques différentes. Il y a une logique qu'il va vouloir utiliser. On a par exemple des logiques basées sur les mots, sur le poème, sur des grilles de mots. On va avoir des logiques sur le Tetris, sur ce genre de choses. En fait, il part d'une logique et à partir de là, il essaye d'en faire un tableau cohérent. Je pense que c'est plus comme ça. Oui, ça part toujours d'une envie je vais vous faire ressentir quelque chose de différent. Là, ça va être très mathématique, là, ça peut être très narratif, là, ça peut être très littéraire. Enfin voilà, chaque fois, ça part de cette envie-là. Très clair. Je vois qu'on avait une dernière question, mais cette fois, elle est pour toi, Max. Sur cette partie, qu'est-ce qui, du coup, selon toi, a fait que ce jeu a pu être choisi en tant qu'initié? Alors, on a bien sûr parlé de l'originalité, donc je me doute que tu vas me reparler de l'originalité du jeu, mais est-ce qu'il y a des éléments saillants qui ont fait que par rapport à, quelque part, aussi de nombreux jeux d'enquête qui sortent chaque année, de nombreux jeux qui peuvent ressembler un peu de loin à Behind, qu'est-ce qui fait que celui-là s'est distingué? Effectivement, c'est comme tu as dit, l'originalité, dans le sens où on a trouvé que c'était une manière de résoudre une énigme qui était différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Cette idée c'est Pénélope qui disait ça, et je trouve que c'est bien dit, de dire en fait on fait un puzzle sur son fond plutôt que sur sa forme. C'est une approche intéressante. Après, c'est comme j'aime souvent le dire, c'est que les membres du jury, on est 9. Tu en changes 2 ou 3, tu n'as pas les mêmes nommés, tu n'as pas les mêmes gagnants, on a tous des sensibilités plus ou moins proches. Et il se trouve aussi que là, on a un jury qui est très sensible aux illustrations, au sort des illustrateurs aussi, puisque en ce moment, avec les IA, c'est un sujet qui revient beaucoup sur le fait de prendre soin de nos illustrateurs. Et c'était important pour nous de mettre en avant ce jeu qui nous semblait non seulement intelligent, mais en plus un petit peu dans l'air du temps pour mettre en avant le travail des illustrateurs et illustratrices. Et ça, c'est plutôt cool. C'est important pour nous de mettre en avant les illustrateurs dans nos jeux. C'est quelque chose de crucial. Il y a Pierrot donc, qui voilà, ils n'ont pas le choix. En fait. Mais pour nous aussi, on sait qu'un jeu, c'est un univers qu'on va vendre, et un univers passe par de l'illustration, et on veut que ça soit... Et c'est intéressant, on a essayé pour Behind, et on essaye de le faire en règle générale avec nos jeux, de travailler tous assez étroitement. C'est-à-dire que Cédric, on ouvre des fenêtres de discussion avec les illustratrices et les illustrateurs. Il échange avec, on travaille tous, on essaye de tous travailler ensemble. On essaye de faire un vrai travail d'équipe où on mélange tous les corps de métier pour essayer d'aller vers un résultat. Le jeu s'y prête énormément, mais en fait, on s'aperçoit qu'on peut le faire sur à peu près tous les jeux. De vraiment essayer chacun va se nourrir la part de l'autre, en fait, en amenant ce qu'il a amené, etc. Alors, il y a des fois où, au contraire, ça crée des choses des chemins où on ne veut pas aller,
Mais c'est toujours intéressant de savoir justement et d'avoir imbriqué tout ce travail d'équipe que nous on a au sein de notre propre équipe. On est quatre amis depuis très longue date et on travaille vraiment, on valide tout ensemble, on discute. Si on n'est pas d'accord, on va en discuter et voilà. Et à la fin, c'est les filles qui ont raison de toute façon. Donc, mais voilà. Et on essaye de faire ça aussi dans le processus créatif. Et effectivement, Behind se prête énormément à ça en fait. C'est un vrai travail d'équipe, c'est pour ça qu'au moment de la cérémonie, de pouvoir tous monter sur scène, parce qu'on a tous travaillé ensemble, c'est quelque chose d'important. Oui, l'auteur n'est pas exclu du développement, ni de la finalisation du jeu, ni du choix des illustrations, etc. Et d'ailleurs, il y a une personne qui est montée sur la scène, c'était Alexis, et c'est quelqu'un qui est très très cher à notre cœur, alors qui est plutôt dans l'ombre, il aime bien y rester. Alexis Van Merbeek, qui est un ami, qui a travaillé longtemps chez Roboprod en tant que directeur artistique, et qui est graphiste de métier. C'est un graphiste qui a des connaissances en fabrication, en jeux de société, qui est incroyable. Et quand on a reçu le jeu, il nous a dit il y a énormément de travail. Et si Alexis n'avait pas été là, je ne suis même pas sûr que le jeu serait déjà sorti. En fait. C'est vraiment, il nous a révélé des trucs que nous, au début, on avait naïvement pensé que ça allait être un jeu dur à illustrer. Non, c'est un jeu excessivement dur à produire, en fait. Très dur. Oui, c'est un enfer en fait. C'est marrant, on dirait pas parce que c'est juste des tuiles carrées un peu biseautées. Ça, par exemple, si ça se découpe à la découpe, ça monte d'1 ou 2 mm. Ah, c'est fini. Ça peut tout foutre en l'air. Voilà. Donc il faut designer le puzzle en ayant ça en tête. Et donc puis, pour la boîte 2, on va se simplifier la vie grâce à Alexis et c'est mon conseil. Voilà. Ça va driver un petit peu aussi ce qu'on va pouvoir faire. Et en fait, j'avais suivi ton live à l'époque où vous disiez ce qui serait plus rigolo parce que c'est un peu fastidieux de retourner tuile par tuile. Il faudrait. Alors oui, si on vend le jeu à 50 €, on peut mettre une tuile plexi dessous, une tuile plexi dessous, on retourne tout d'un bloc. Ça serait pratique. En fait, ce qui se passe, c'est que la tuile qui est en haut à gauche sur le recto, elle est en haut à droite sur le verso. Parce qu'on retourne pièce par pièce du coup. Et si il y a un décalage devant, le but c'est que ça arrive en production que la lame puisse glisser et qu'on ait un décalage d'1 millimètre. L'idée c'est que le recto soit toujours jouable. Mais par contre, l'impact que ça a, c'est que l'image derrière va entièrement bouger. Et comme les tuiles, la colonne de droite est à gauche de l'autre côté, il faut que ça puisse coller, il faut que ça puisse... Tu dois choisir, quoi. C'est soit tu retournes tout d'un coup et dans ce cas-là, on fait l'image en fonction derrière, soit c'est tuile par tuile et dans ce cas-là, on peut pas le faire. Exactement. Et donc, de fait, en termes de fabrication, il y a toujours une marge de sécurité. C'est-à-dire que vous avez une marge, vous devez créer un débord sur votre tuile. Alors là, c'est facile, il suffit de prendre la tuile qui est à côté pour déborder. Mais à l'intérieur, si ça déborde d'un côté à l'extérieur, ça veut dire que sur l'autre tuile, ça a débordé à l'intérieur. Donc il faut que ces informations, il ne faut pas qu'il y ait de perdition d'informations, il ne faut pas qu'il y ait de possibilité de créer un raccord qu'on n'a pas prévu, nous, dans le tableau. Et donc, à produire, c'est vraiment très compliqué. On a fait énormément d'allers-retours avec Alexis. Jusqu'à la dernière minute, on a fait énormément d'allers-retours avec notre fabricant. Et il y a C'est fabriqué où? C'est alors Chine. Oui, Chine. Mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, au-delà de sur le papier, on pourrait penser que il y a que des tuiles, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que dans la boîte, on ne peut pas se permettre de demander aux joueurs de dépuncher leur tableau, parce que sinon ils vont se spoiler et ça risque de poser des problèmes. Évidemment. Et puis il faut que les tuiles soient posées dans un sens pour que les sorties. S'il te plaît, Baptiste. Voilà, il faut que les tuiles puissent être sorties et déjà dans un sens. Donc on fait un rappel, d'ailleurs, c'est très important, n'hésitez pas à regarder à l'intérieur, vous avez les tuiles, à quoi elles pourraient ressembler. On fait en sorte à l'illustration, vous voyez sur le tableau de la démo, on sait de suite quel est le recto, quel est le verso. Et si vous avez une majorité de tuiles, vous avez vos tuiles qui sont dans le bon sens et que tout à coup vous avez celle-ci au milieu, vous savez que celle-ci, c'est pas la bonne. Donc on a fait en sorte de ça. Donc pour être tout à fait transparent, et c'est aussi un des éléments, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs et les éditrices choisissent pas vraiment le prix de leurs produits, c'est plutôt le marché qui va les choisir. Si on veut maintenir un prix de jeu accessible, abordable et qui corresponde à l'époque actuelle, c'est impossible de le faire ni en France ni en Europe. C'est impossible. On a eu des fabricants, on a des fabricants qui sont venus nous voir pour est-ce qu'on pourrait le faire. On leur explique ce que ça implique, on ne peut pas le faire. Donc c'est aussi simple que ça. Et dans le plaisir du jeu, j'ouvre la boîte, je sors mes pièces, je joue. C'est un plaisir énorme. Oui, bien sûr. On ne peut pas mettre de friction à je dois dépuncher, ça c'est horrible. Faire attention à les dépuncher, mais pas qu'ils tombent quand on dépunche sous un pion qui va se remettre dans quel sens, dans quel sens. C'est vraiment, ça doit être fait comme ça. C'est intéressant, on n'imagine pas, sous ces airs extrêmement simples, on n'imagine pas la complexité de production derrière. Ouais, et Alexis a joué un rôle vraiment majeur, et je le remercierai jamais assez, c'est un rôle majeur là-dedans. C'est quand on lui a amené les tableaux illustrés, il a dit ouais mais en fait les gars, ça c'est pas imprimable en fait.
on peut pas, il faut tout que je refasse, il faut tout que je reprenne, et du coup ça va avoir un impact. Moi, Chalmel a essuyé tous les plâtres. Elle a commencé, elle a avancé super vite. J'ai envoyé Alexis, elle avait déjà fini. Elle a dû quasiment tout refaire. Wow. Ouais, non, beaucoup d'amour à Mod Chalmel. beaucoup. J'ai programmé un petit simulateur de découpe avec des erreurs. On pouvait simuler des erreurs de découpe de l'usine et on voyait les conséquences sur les pièces. D'accord, parce que toi, tu es développeur de base ? Ouais, moi je suis informaticien de base. Et c'était rigolo de voir que si on imprimait les pièces en les faisant tourner, on pouvait réduire un petit peu l'impact qu'on voit dessus. Mais c'était des casse-têtes sans fin, quoi. On a l'avantage, c'est une blague souvent, c'est une anecdote chez Kif, et c'est une des raisons, je pense, pour laquelle Cédric est venu s'adresser à nous pour Behind. C'est que je lui ai dit, quand on s'est rencontrés la première fois, je lui ai dit, nous on a un Nico. Nico développe, il est développeur de jeux vidéo depuis 25 ans. Il 25 ans aujourd'hui. Wow. Aujourd'hui Aujourd'hui, il y a 25 ans. Et donc en fait, il développe des apps qui simplifient énormément le travail pour Cédric, parce que là il suffit qu'il mette son PowerPoint dans l'app, pour ça découpe les tuiles virtuelles, des tuiles en 3D, on met l'image de l'autre côté, et en fait du coup ça lui permet à lui, avant il découpait tous ses protos, chaque itération de ses protos, et il peut y en avoir des milliers, et à découper c'est un enfer, donc là c'est pas très écologique. Là pour le coup il a une application qui lui permet, ça nous permet de manipuler, etc. Ça me permet aussi, d'ailleurs on est en train de tourner des vidéos solutions, parce qu'on nous les demande. Ah ouais ouais, on nous demande beaucoup, parce que beaucoup de gens disent mais c'est pas logique, j'ai pas compris la logique, donc on va essayer d'expliquer pourquoi c'est logique. Pourtant les indices sont super clairs, mais c'est des choses où on pense, on a des retours, c'est peut-être pour toi, mais en fait on a pas mal de retours. On essaye de pas être trop dirigiste sur les indices, et en fait on s'aperçoit qu'il faut être peut-être un peu plus, on a des choses à calibrer là-dessus. Et donc on a notre appli pour faire nos tableaux, on a une appli pour pleurer quand il y a un décalage de millimètres, voilà. Mais l'appli a été utile parce que quand on reçoit les fichiers de Cédric pour un nouveau tableau, si je les imprime, je les découpe, je peux pas le jouer. Voilà. Et moi j'ai besoin de le jouer au moins une fois. Donc on envoie un fichier virtuel, on peut jouer sur ordi, puis après on appuie sur imprimer, on peut faire jouer d'autres gens. Mais ça nous a fait gagner un temps phénoménal, quoi. On parle beaucoup. La possibilité un jour d'avoir justement une version numérique de Behind, tu vois, peut-être la première boîte dans 3 ans, une fois que tout le monde aura bien utilisé celle-ci, de la rendre disponible soit sur une app mobile ou PC ou autre. Peut-être, mais nous ce qu'on aime, c'est comme vous, 2 personnes qui discutent, qui se trompent, qui on pourrait faire ça, c'est assez magique ça. Mais peut-être d'ici quelques temps, oui. Ou sur peut-être des mini-formats, des formats solo, ça peut être envisagé. Pour la petite anecdote, Cédric, donc l'auteur du jeu, attend toujours une version en réalité virtuelle. Parce que Cédric, je lui avais fait donc un pitch comme quoi Kif, c'était super bien, c'était la meilleure maison d'édition du monde. Et je lui ai dit, on a Nico. Mais genre, une demi-heure après, je le vois revenir sur le stand, et genre, il pourrait me faire une version en réalité virtuelle. Pendant un temps, il s'est occupé de projets en réalité virtuelle, donc je savais qu'il pouvait, je lui dis, il demande gentiment. Donc là, il attend, je crois. On va lui faire alors. On testera. On arrive du coup sur la fin de cette émission. Ouais. Il va y avoir un dernier tirage au sort. Alors cette fois, on peut à nouveau gagner un exemplaire de Behind, mais on y associe ce trophée exceptionnel en un seul exemplaire. Cédric va être très triste, il peut pas revenir avec son trophée. Non, il faut qu'il revienne dans nos émissions après. Non, un exemplaire de Behind et un exemplaire des Toits de Paris. Jeu de Ludovic Maublanc et Christine Alcouf. J'arrive plus à parler. Alors, 3 chances de gagner, du coup, ce lot. Behind plus les Toits de Paris. Est-ce que côté régie, c'est bon pour le lancement du jeu concours ? Ils sont toujours prêts, ce sont des machines. Vous avez 1 minute, c'est parti. Point d'exclamation, fige, donc pour gagner Behind plus les Toits de Paris. 3 chances de gagner. Alors Behind est un jeu qui rapproche les gens parce qu'on parle ensemble, etc. Les Toits de Paris est un jeu très méchant qui peut vous permettre de vous faites une partie des Toits de Paris et ensuite vous rafistolez sur Behind. Ça dépend de l'humeur du soir. Voilà, c'est ça. Toits de Paris, ça finit toujours un peu pareil, hein, quand même. C'est un bain de sang, hein, c'est une boucherie, c'est comme ça. C'est un jeu de stop ou encore où vous allez essayer de récupérer un maximum de ressources, mais attention si vous allez trop loin. Voilà. Légèrement taquin. Faites taper sur les doigts. Ça va, ils sont au taquet là. Il nous reste une vingtaine de secondes pour peut-être remporter ces 2 jeux. Et d'ailleurs, vous pouvez reparticiper, hein, même si vous avez gagné précédemment, ça vous fera une 2e boîte à offrir à vos amis. Par exemple. Ça se tente. C'est que en France, c'est que pour les Français. Pour les résidents
en France. On met le règlement des jeux concours à chaque fois en introduction directement sur le chat. Et le gagnant est... Quel suspense. Oui, je fais les bruitages aussi. Autant il y en a un et du coup ça perturbe. Sinon on n'a pas le retour. Je crois pas. Non, il n'y a pas de bruitage. Ah, c'est très décevant. Alors, un max d'épices, bravo. J'adore ça, moi. Un behind et un Mets-toi de Paris. Ah, la vache. Ah, on le fait gagner 3 fois en plus. Ouais. Oh là là, 3 gagnants. la générosité. Ah ouais. Classe à Dallas. Et maintenant, Peps Peps Romu. Romu. Bravo aussi. Bien joué, C'est casté sur le nom des pseudos en fait. Écoute, plus les noms sont bizarres, plus on a des chances de gagner. Je vois des gens que je connais dans le chat là, qui essaient de gratter des cadeaux. Il faut. Et enfin, Equilibris. Donc bravo à ces 3 nouveaux gagnants. On va quand même prendre le temps de revenir de Cannes. Hein. Vous les aurez pas demain chez vous, on est désolé, mais on fait vite, on les envoie rapidement. Voilà, merci en tout cas à vous d'avoir été là avec nous pour nous parler de ce super jeu. On sait à quel point vous êtes sollicités. Donc vraiment merci. On mesure que c'était chouette que vous preniez ce temps pour parler à tous ceux qui ne peuvent pas être sur Cannes via nos réseaux et puis pour venir dans cette émission. Non mais c'était très cool, merci de nous avoir reçus. Avec un grand plaisir. Encore un grand merci Max pour tout l'accompagnement Pas de problème. sur nos deux lives d'hier et d'aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. C'est très chouette de pouvoir proposer ça. Alors bon, là, on n'a pas pu profiter de la vue, mais j'espère pouvoir faire ça régulièrement. En tout cas, on a une grosse semaine qui n'est pas finie, et je pense qu'on est parti pour être là tous les ans, donc ça va être cool. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, peut-être un tout dernier petit mot. Cette émission, donc, elle était dédiée à Behind, qui a reçu donc l'As d'Or initié. Il se trouve que chez Asmodée, on avait plusieurs jeux nommés. Et donc, on veut quand même profiter de l'émission pour adresser un énorme bravo à toutes les équipes qui, cette année, ont sorti des jeux vraiment exceptionnels. On avait quand même une liste de très 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 beaux jeux. Je pense évidemment à Harmonize, je pense à Captain Flip, je pense à Daybreak. J'en oublie un, mon Dieu. Je pense à For a Crown. Et donc, un très grand bravo à toutes les équipes. Ça reste des jeux exceptionnels. Et pour tous ceux qui ont l'occasion d'être sur Cannes, on vous invite franchement à passer sur les stands et à aller les découvrir parce que vous ne serez pas déçus. En plus, c'était que des potes. Oui. Ils étaient face à nous, c'était que des potes. Donc, on savait qu'on allait tous être au moins heureux d'une certaine façon à un moment ou à un autre. Ce qu'on répond souvent aussi aux gens, c'est les gagnants, c'est cool, mais en fait, déjà, être nommé, c'est déjà une belle récompense. Et peut-être que le gagnant n'est pas fait pour vous. Regardez parmi les nommés, il y en a probablement un qui va vous plaire. La sélection est belle, profitez-en. C'était une très grande année. Et merci à tous. Merci à vous. À bientôt. Salut tout le monde!